Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 8 janvier. Bienvenue dans cette session consacrée à la présentation d'Aviram qui va nous parler des nouvelles de la Fondation Kesh et puis sûrement du cours dispensé jeudi dernier. Donc, je te laisse la parole, Aviram. Merci Joël. Ça. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Très bien, ça me rend déjà bien. Donc aujourd'hui, on va parler comme désiré par Ram la dernière fois. J'ai mis le titre Où sont partis tous les prophètes? Quand j'ai eu l'idée de ce titre-là, il y a comme une chanson qui a une mélodie qui va avec ça, que vous connaissez si vous êtes vieux comme moi. Donc aujourd'hui, on va s'occuper principalement du Knowledge Seeker Workshop numéro 309, le premier Knowledge Seeker Workshop qui nous prépare pour la réunion, la conférence à Téhéran en avril. Et si vous avez lu le PDF déjà, c'est très axé sur la physique. Pas la physique conventionnelle, mais la physique, on peut dire, même au-delà de la physique quantique. Vous allez voir ça. Donc, c'est encore une fois une soirée un peu chargée. J'espère que vous n'êtes pas déjà trop fatigués. Ça prend... les sujets ne sont pas trop faciles, donc ça prend d'être réveillé. Peut-être vous venez vous chercher un café. Je vous laisse un petit moment pour lire les titres, le contenu de cette soirée-là. Donc, on a 4 capsules dans l'apéritif, 2 petites capsules dans le dessert qui sont faciles. Et le plus coriace se trouve dans le plat principal qui s'appelle aussi en français, je crois, le plat de résistance. J'espère que vous n'avez pas trop de résistance parce que ça va faire la chose encore plus longue. Donc, on commence avec l'apéritif. Vous savez déjà, c'était annoncé à plusieurs reprises que l'unité d'amélioration universelle depuis le jour de l'an, le 1er janvier, a doublé le prix. Donc, non, c'est pas doublé, c'est 2 fois et un peu demi. Et maintenant, cette unité vaut un demi-million d'euros. Et M. Kesh, dans le contexte, a annoncé 2 améliorations. Une unité d'amélioration universelle comme celle-ci, mais avec des améliorations, mais il n'a pas dit exactement c'est quoi. Ensuite, il a dit aussi il va avoir, il espère bien,
avant la fin de 2020, une autre unité d'amélioration universelle qui fonctionne complètement différemment de celle-ci. Ça, c'est rapide parce qu'on ne peut pas dire qu'on a tout à fait compris comment celle-ci fonctionne, n'est-ce pas? Ensuite, pour nous faciliter la tâche de transiter de GANs et des champs statiques vers une science qui est plus basée sur les champs dynamiques, la Fondation Keshe va vendre ou vend déjà des réacteurs qui tournent avec des moteurs à environ 50 € à l'unité. Donc, c'est pas trop cher. Et avec ça, on peut faire beaucoup plus de choses qu'avec le GANS et les patchs et des choses comme ça. Par exemple, peut-être vous vous rappelez, à un moment donné, M. Keshe, il a dit, vu que tout le plastique est fait chimiquement d'un lien carbone-hydrogène, CH bond, et on pourrait faire avec un GANS de carbone, comme par exemple quand on fabrique le CO2, on pourrait créer un champ qui représente le carbone. Donc, ce champ-là, quand c'est assez fort, peut-être dans des réacteurs, ça va faire enlever le carbone des molécules et ça va libérer l'hydrogène au même temps, qui va se regrouper avec l'oxygène qui est dans notre environnement de toute façon pour faire de l'eau. Et de cette façon, on pourrait faire disparaître les grands dépôts de plastique sur les océans, par exemple. Et il faudrait toujours se rappeler de regarder les conséquences. Parce que si on crée beaucoup d'eau, il y a déjà des pays comme Kiribati en Indonésie qui sont, toute la population est en danger par la montée du niveau d'eau. Parce que leurs îles, Kiribati, il n'y a pas de montagne, donc il y a juste des banquises de sable qui sont facilement inondables et c'est pas très joli pour eux si nous, on augmente ça parce qu'on en a trouvé une bonne façon. Donc, il faudrait peut-être commencer petit avec 2 réacteurs à 50 € chacun chez nous. Ou dans des régions comme l'Ardèche en France, qui est plutôt sec, pour faire plus de humidité pour nos jardins plasmaculture. Ensuite, pour la conférence de Téhéran, en avril, le prix d'entrée est fixé à 300 €. Ça inclut 4 déjeuners, pour les Québécois, 4 dîners et le prix d'entrée de toute évidence. Les 2 autres repas, le petit déjeuner et le souper, c'est probablement pris en charge par les familles où nous serons logés. Ensuite, la plateforme pour les projets de placement. Vous vous rappelez, il y a deux sessions, je vous ai présenté cela avec 12, maintenant ça devrait être 13 items de recherche où toutes les knowledge seekers autour du monde sont appelés à participer. Peut-être vous avez vu cette semaine l'annonce de Carolina pour s'inscrire au Telegram. C'est une bonne idée de faire parce que le Telegram, c'est une plateforme gratuite basée sur le web qui va contenir toutes les communications nécessaires pour tout le monde qui va à Téhéran
pour communiquer avec les familles qui vont être, ou la famille qui va être connectée à vous pour que vous pouvez coordonner comment vous arrivez et tous les trajets et blablabla. Peut-être la même plateforme, sinon ça va être Zoom et proposé pour la plateforme des projets. Cette plateforme démarrera le 14 janvier, donc c'est dans une semaine, si on veut. Ça, c'était très court. Il n'y avait pas grand-chose dans l'apéritif. Apéritif. Donc maintenant, on va sauter tout droit dans le bain chaud de Franck avec les corrections que la science de plasma représentée par M. Kesh a été apportée aux sciences encore en vigueur. Là, avant d'embarquer dans toutes les erreurs de notre physique surtout, parce que vous n'oubliez pas, M. Kesh, il est ingénieur en physique nucléaire, donc son champ d'action principal, c'est la physique. Mais avant de vous parler de ça, peut-être c'est une bonne idée de un peu s'occuper pourquoi il faudrait s'intéresser à la physique si on n'est pas scientifique ou ingénieur. Même si on est ingénieur, ça change peut-être quelque chose pour votre profession ou pas. Mais si on n'est ni scientifique ni ingénieur, pourquoi on devrait s'intéresser aux sciences? La suite, peut-être quelques pensées qui peuvent vous inciter à vos propres pensées. Alors, par exemple, quand je me demande qui suis-je, je devrais m'occuper, ça inclut cette question que je fasse une recherche sur mes origines, d'où je viens. Parce que comment je réponds à cette question, qui suis-je, ça mes origines déterminent beaucoup qui suis-je aujourd'hui. Hein? Par exemple, si je crois, M. Darwin et compagnie, que je suis un singe évolué, ça limite beaucoup mes possibilités dans le moment présent parce que si je suis un singe évolué, je reste quand même singe. Je vais être un singe qui marche plus debout ou un singe qui a un peu plus de volume de cerveau, qui peut-être a réussi pour une raison qui est complètement inconnue, pourquoi il a pu avoir un doigt perpendiculaire. Ça, c'est une origine très limitante. L'autre, est-ce que je suis une marionnette animée? Ça, c'est les chrétianismes et toutes les religions judaïques qui disent ça. Selon eux, la Bible, l'homme est créé par Dieu comme une marionnette en terre, en poussière. Après, il était animé par le souffle de Dieu. Mais à ce moment-là, on reste une marionnette, un bio-robot peut-être. Une autre origine peut être je suis façonné, c'est ça. La quatrième, je suis né parce que mes parents ont fait l'amour. Ça, c'est quelqu'un qui peut dire, qui est comme peut-être Monsieur Sartre à l'époque, qui n'aime pas, ou Monsieur Marx, le correspondant peut-être en allemand, qui ne sont pas très... qui ne se réjouissent pas d'idéologie, ils veulent plus être juste le matériel et le concret. Tout seulement ce que je peux voir, c'est la réalité. Alors, si je ne veux pas faire des déductions flyées, comme on dit au Québec, je peux me confier, OK, je suis un accident finalement.
parce que mes parents ont fait l'amour, ma mère n'a pas pris la pilule et mon papa a oublié ou ne voulait pas utiliser son condom. Peut-être il voulait un enfant. Et là, ça, c'est autre chose. Là, s'ils voulaient l'enfant et ils ont consacré leur acte sexuel à la co-création divine, à ce moment-là, mes origines seront que je serai un être de lumière créé conjointement avec l'âme universelle. Et ça, c'est tout à fait autre chose qu'un singe évolué, n'est-ce pas? Donc, de cette façon, c'est important de regarder pour notre aussi évolution de conscience, de s'occuper de la science, parce que la science, peut ou peut pas, joue un rôle énorme, surtout dans les sociétés industrialisées comme dans lesquelles la plupart d'entre nous vivons. Donc, première erreur, sur la création de la matière. Selon les religions, presque toutes les religions, la matière est créée par Dieu, qui est une entité qui était là avant de la matière et qui a fait ça, créé ça souvent par sa parole. Il a énoncé le mot d'une chose matérielle et oups, elle a apparu. La physique, par contre, elle dit qu'au début, il y avait un Big Bang et juste après le Big Bang, c'est une singularité. Toutes les choses ont commencé à apparaître, mais toutes les choses au tout début étaient, si on veut, des boules de gaz à superbement haute température, comme le soleil aujourd'hui, si on veut. Comme des boules de gaz liquides qui ont une température de quelques millions de degrés. Donc, à ce moment-là, vu que la physique ou l'ingénierie parle de... Vous connaissez peut-être la soudure du plasma. C'est une soudure qui crée une température au-delà de 15 000 degrés, je crois. C'est aussi une façon très efficace d'incinérer les déchets. Et on ne peut pas vraiment parler de matière à ce moment-là parce que la partie énergie est super élevée. Donc, selon la physique conventionnelle, ces boules de gaz liquide se sont refroidies avec le temps et aussi avec le mouvement de tous les univers qui sont, depuis le Big Bang, en expansion. L'expansion, ça veut dire qu'ils s'éloignent un de l'autre, il y a moins d'interactions et ça fait plus frais. Et à un moment donné, c'est assez froid que ça ça fige. Oui, ça fige en matière. Et selon M. Kesh, cela est complètement faux. C'est ça. Alors, on regarde l'interaction des champs plasmiques. On voit, si vous avez écouté les Knowledge Seeker Workshops depuis un temps, surtout depuis, admettons, les passés 6 mois, M. Kesh parle presque chaque émission comment la matière est créée. Ici, on voit, j'ai essayé de mettre ça schématiquement en 3 étapes. Il y a un minimum de 1 ou 2 champs qui commencent une interaction entre eux. Cette interaction, si les champs ont un mouvement contraire à l'opposé un de l'autre, ça crée des champs gravitationnels qui attirent encore plus d'autres champs.
qui vont faire la même chose, augmenter la gravitation, attirer plus de champs, qui interagissent tout ça entre eux. Et tout ça, ça a lieu dans un environnement. Et là, on sait que l'environnement, c'est le point décisif qui décide quel genre de matière peut être créé ici maintenant. Donc, dans cette façon-là, se crée la matière. Donc, la création de matière n'est pas un effet de refroidissement physique de toute façon. Si on parle de refroidissement, on parle de matière. On ne peut pas, comme une pensée qui est non matérielle, refroidir et ça devient chose. Ça ne fonctionne pas. Autre truc qu'on pourrait refroidir qui ne sont pas matériels, comme un plasma. Admettons, vous posez une bouteille de GANS, de plasma liquide avec GANS CO2, et une autre bouteille, juste plasma liquide dilué, une goutte de plasma liquide avec les restes pour 1 litre de l'eau distillée. Entre les deux, il va y avoir un champ, comme entre deux patchs. Et ce champ-là, si vous mettez tout cet apparatus dans un congélateur, après, vous n'allez pas trouver autre chose entre les deux. Donc, les champs ne se matérialisent pas par le refroidissement. Un exemple qui a fait fureur dans les Knowledge Seeker Workshops, c'était quand Pieter Zalocha, Knowledge Seeker de l'Autriche, qui était très beaucoup engagé au début de peut-être les quelques années au début. Maintenant, on n'entend plus beaucoup de lui. Mais de toute façon, lui, il a fait 2 réacteurs qui tournaient dans les sens opposés et il a placé, qui crée un champ. Et il a mis une deuxième contenant qui contenait de plasma liquide avec le GANS, de l'or. Donc ça si on veut, change l'environnement terrestre, parce qu'il a fait ça en Autriche, que les champs, il y a beaucoup de champs dans cet environnement par le contenant de GANS de GANS de l'or. Donc, où c'est ce petit soleil sur l'image que vous voyez, c'est écrit AU, c'est le symbole chimique de aurum, de l'or. Donc, il a vu qu'il a mis comme un plastique blanc et il a vu qu'il y avait une poussière qui se déposait là. Il a pris cette poussière, il faisait l'analyser et effectivement, il y avait des traces de l'or. Donc, c'est un exemple qui fait la preuve qu'on peut créer la matière seulement avec des champs et les champs sont invisibles. Donc, c'est pas la matière est toujours créée de matière, non. Et la matière n'est pas toujours créée par rien, à partir de rien non plus. Parce que si on voit quelque chose, on ne voit pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. On va érudier ça un peu plus tard. Ah non, maintenant. Alors si M. Kesh nous a rappelé que ce que nous voyons, tout ce que nous voyons avec nos yeux qui sont faits d'acides aminés, avec ces yeux-là, on ne peut que voir les choses qui ont une force de champ similaire. Hein? Similaire. Ce n'est pas tout le monde matériel. Parce que si on regarde
le diagramme qui nous montre la lumière visible, elle commence à 400 quelques nanomètres jusqu'à 550, non, mettons, presque 600 nanomètres. C'est ça le champ qu'on voit. Toute la lumière qui est reflétée, qui est à cette fréquence-là, on voit. On va dire, je vois une table, je vois le volcan vis-à-vis de moi, je vois toutes sortes de choses, l'écran de mon ordinateur. Mais à côté, il y a l'infrarouge, les micro-ondes, les radio-ondes, les rayons X ultraviolets et des rayons gamma. Eux, ils ne sont pas dans notre champ visible, mais néanmoins, ils peuvent avoir des qualités de matière. Hein? Même la physique conventionnelle, elle dit que la lumière peut être vue comme onde, elle peut également être vue comme particule matérielle. Donc, il y a plein de choses comme des baskets et des lunettes et tout ça qui sont au-delà de notre fenêtre de visibilité basée sur les acides aminés, mais néanmoins, ils sont là. Donc, ça pourrait être qu'un ami de la communauté universelle, il se fabrique comme un costume corporel très, très léger qui a, admettons, 650 nanomètres de fréquence de réflexion. Et là, on ne le voit pas, mais on va le sentir. Et peut-être le chat va le voir, parce que le chat a aussi des yeux acides aminés, mais le chat peut voir les choses que nous ne pouvons pas. Par exemple, le chat pourrait peut-être lire un livre dans la nuit et nous non. Quand il fait vraiment noir, et peut-être un oiseau dans la nuit comme un petit oiseau brun foncé sur une branche brun foncé devant un ciel noir, on ne le voit pas. Le chat, par contre, le voit. Donc, on peut être un peu ouvert à voir les choses, qu'il y a beaucoup plus de choses que ce qui est évident à nos yeux. Ensuite, si on dit, la matière est créée par les champs de plasma. Là, on pourrait penser, OK, je crée un champ de plasma. Admettons, je me fais le GANS de l'or. Après, je mets le GANS de l'or dans un réacteur dynamique, dans un réacteur qui tourne, et j'attends et ça va me faire de l'or matériel. Non. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas d'interaction avec juste un champ. Autre possibilité, est-ce que c'est toutes les interactions des champs de plasma qui conduisent à la création de la matière? Ou si je mets à ça, il y a des champs qui interagissent maintenant. Admettons, vous avez les champs en provenance de l'âme universelle, centre de l'univers, de l'unicos, qui interagissent avec toutes sortes de choses, des champs qui sont déjà ici maintenant chez vous, entre autres vous-même. Alors, quand vous êtes là comme un des grandes découvertes de la physique quantique, le rôle de l'observateur change le résultat de l'interaction. Ça veut dire que notre attention et notre intention jouent un rôle non négligeable à la création de la matière. Oh oh!
Ça, c'est pas physique conventionnelle. Ah non, la physique quantique, au-delà de quantique. Et si j'avoue, ou si je peux être assez ouvert de considérer que ma conscience, mon intention et mon attention jouent un rôle dans la création de la matière, se pose la prochaine question tout naturellement, quel rôle? Et quel rôle, ça dépend quelle est la qualité de mon intention et de mon attention. Alors, si je fais, par exemple, je suis un blueprint, j'ai pas d'intérêt, ça me fatigue toutes ces théories et blabla, je veux juste savoir comment faire, je veux copier. Donc, à ce moment-là, je suis complètement ignorant. Je veux même rien savoir de pourquoi les choses et comment ils fonctionnent. Et je veux faire le blueprint. Est-ce que cette matière que je vais créer va être différente de quelqu'un d'autre qui a peut-être des idées fausses, mais il a encore des idées fausses ou des concepts fausses, mais quand même, il a comme une impulsion, un intérêt, une curiosité de comprendre comment ça fonctionne. Ou encore quelqu'un d'autre qui est peut-être plus comme chacun d'entre nous, qui comprenant un peu ou beaucoup déjà de comment la matière est créée, y compris notre rôle, et qui adore ce processus. Pourquoi? Parce que si notre rôle de notre attention et intention joue un rôle décisif sur la création de la matière, je n'ai pas besoin des boules rotatives pour créer. Je n'ai pas besoin de partir avec même des champs qui ont encore un support matériel. Pas besoin. Je peux le faire moi-même. Comment? Ça va arriver dans quelques instants. Donc, là, vous voyez, on veut créer une matière. On peut faire ça de deux façons. La matière d'origine, c'est les champs magnétiques qui peuvent venir de deux sources. Un, comme une boule rotative que vous pouvez acheter pour 50 balles, ou les rayons magnétiques en provenance du centre de l'unicos, de l'âme du Créateur ou de l'âme universelle, comme nous aimons l'appeler. Donc ça, c'est deux possibilités. Ces deux sources-là sont indépendantes de nous. Le réacteur, il est dépendant de nous avant qu'on l'a. Il faut avoir l'intention de l'acheter ou de le fabriquer. Mais une fois il roule, les champs qui sortent de là, c'est le réacteur qui fait. C'est indépendant de nous de la même façon que les champs, les paquets d'énergie en provenance du centre de l'univers, ils arrivent ici partout avec nous ou malgré nous, on peut dire. Deuxième composant, l'environnement. Pour le moment, jusqu'à peut-être le mois d'avril, on va dire, on n'a pas besoin de beaucoup spécifier notre environnement parce que tout le monde, jusqu'à ce moment-là, va être majoritairement sur la Terre. Donc, les matières, la Terre, c'est l'environnement qui détermine quels matériaux ou quelle gamme de matériaux peuvent être faits. Alors, par exemple, ici sur la Terre, si on crée de l'or, ça peut être entre blanc et jaune cuivré.
ça ne peut pas être mauve. Ou de l'eau, H2O, ça va toujours sur la Terre être un liquide si je combine le champ de hydrogène et le champ d'oxygène dans l'environnement terrestre, ça donne un liquide clair, pas des objets opaques cylindriques. Ça se peut que ça se fait comme ça sur planète Zeus, la planète chérie de M. Kesh. On ne sait pas encore. On va le savoir fin avril, parce qu'à ce moment-là, on peut y aller pour voir. Ensuite, la troisième composante. Donc, je n'ai pas dit, mais vous savez vous-même. Sur la Terre, l'environnement de la Terre est aussi, si on veut, indépendamment de nous. Donc, les deux premiers composants de la création de la matière sont indépendants. La troisième, c'est notre intention, notre attention. Et ça joue toujours. Vous le savez, si ce n'est pas arrivé à vous-même, vous avez lu ça sur Facebook, il y avait au début plein de gens qui ont dit « j'ai mis une plaque de zinc, j'ai mis une plaque de cuivre nanoplaqué dans une solution de sel. À l'époque, c'était 10%. J'ai attendu maintenant 6 semaines, je ne bois rien. » Et c'est quoi le résultat? C'est parce que ça ne fonctionne pas. Hein? C'est un canular. Non, le monsieur, madame qui a fait cette expérience, il avait une intention particulière qui a justement évité la formation du gaz CO2. Voilà. Et cet domaine-là, elle est absolument dépendante de nous. Et c'est ça notre aire de jeu pour le temps à venir. Vous êtes, je veux vous dire ça, je veux entre-temps toujours vous dire ça, parce que je vous aime. Je vous aime dans les moments comme ça où je me sens moins inspiré. Je sais que vous aimez m'écouter. Je sais que vous créez une force gravitationnelle magnifique qui tire tout ce qui sort de ma bouche comme ça, sans effort. Si j'étais une femme, je serais en train d'accoucher sans aucune douleur. C'est l'accouchement pour moi est jouissif. Merci à vous tous. Je vis de ça. Merci Aviram. Donc, dans le contexte, si moi, je suis avec mon âme qui est attention et intention, je suis, Basha, elle vient, elle veut quitter 3h moins quart, mais le téléphone est là, tu peux l'appeler. Ok, on va attendre. Je suis online. Alors, j'ai excusé l'interruption. C'était Béatrice, la femme qui nous accueille ici dans sa magnifique maison. Et c'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête, Béatrice. Donc, si on revient, le Créateur, selon le concept que le Créateur, c'est un être séparé de nous, il a dit à un moment donné, j'ai fait l'homme à mon image. Quand on comprend ça complètement juste, ça veut dire il n'y a pas de séparation. C'est pas Dieu, même un Dieu séparé ne peut pas dire ça. Parce que j'ai fait l'homme à mon âge, ça veut dire j'ai fait l'homme à partir de mon âme. C'est-à-dire l'âme de l'homme créé et l'âme à moi n'est pas différent. C'est un peu comme
si on crée un enfant. On commence de toute évidence avec la création de l'âme parce que papa et maman voudraient tellement créer un chemin qu'une âme peut se matérialiser dans leur famille. Alors, de cette façon, cet être qui va être né, c'est pas différent de nous, c'est un avec nous. Alors, de cette façon, l'homme créé, c'est un autre. Dieu, il pourrait continuer à dire, en créant l'homme à partir de mon âme, je suis devenu Adam. Et quand Dieu dit, je suis devenu Adam, il n'y a plus de séparation entre lui et moi. Donc, nous sommes Dieu. Ça, c'est, on se faisait beaucoup brûler sur le bûcher quand on dit ça, surtout chez les chrétiens et surtout, peut-être même beaucoup, dans la religion islamique. Donc, il faudrait peut-être, si on dit, il n'y a qu'une âme. Là, on est peut-être, on peut le dire un peu partout, il n'y a qu'une âme. On n'a pas utilisé les mots qu'il ne faut pas utiliser. Et nous savons qu'est-ce que ça veut dire. Ça reflète encore plus facilement la totalité que nous avons compris. Et ça veut dire, à travers la création de mes propres champs, j'ai confirmé mon existence en tant que créateur. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme, si on reste dans cette imagerie. L'homme, on peut, avec la même vérité, je crois, on peut dire l'homme s'est créé lui-même ou l'homme a créé Dieu. L'homme a créé Dieu comme Dieu a créé l'homme. Si tout n'est pas séparé, ça veut dire ça. Et ça veut dire que cette création, c'est la confirmation sur le niveau de l'âme de notre existence. Et M. Kesh parle beaucoup et on va, nous, plus tard dans la soirée, parler de la confirmation de notre existence. On devrait sincèrement mettre un peu plus d'énergie dans la transition de notre habitude de confirmer notre existence par le matériel, manger, faire l'amour, whatever, créer un enfant par la voie matérielle, vers créer, veiller, confirmer notre existence par la création. Et vous vous rappelez, quand on a parlé d'Adam et Ève, un couple peut aussi créer un enfant sans utiliser la voie de la matérialité. Commentaire de M. Kesh dans le contexte. Et bien sûr, c'est à chacun d'entre nous de comprendre le processus de la création en entier, in the totality, afin de pouvoir y participer en tant qu'acteur actif et non en tant que pion. On va parler plus tard que dans notre existence physique, on est plutôt un pion sur l'échiquier. Et c'est notre âme qui va bouger le pion ou les autres figures sur la plateforme de jeu d'échecs. Donc, pour être un co-acteur dans cette co-création splendide, il faut, et c'est très clair,
il faut comprendre la totalité du processus de la création. Donc, c'est ça le sujet, le seul sujet, je crois, duquel M. Kirsch va parler au fond. Deuxième erreur, le centre de la Terre est un noyau solide fait de fer et nickel. Hein, solide. Ah non, avant que je vous parle de ça, il a fait comme une annotation pour dire, vous savez peut-être, la plupart d'entre nous vivent sur l'hémisphère nord de la planète. Quand on tire le bouchon d'un drain, l'eau s'écoule avec un vortex qui coule à l'envers des aiguilles de la montre. Et M. Kirsch a dit, la plupart des univers ou des galaxies qu'on voit, ils tournent aussi, comme vous voyez sur la photo, dans le sens à contresens des aiguilles. Et si ça veut dire que le unicos, qui est l'ensemble de tous les univers, si cet unicos a une forme sphérique, c'est-à-dire il a un centre, c'est-à-dire aussi il a un hémisphère nord et un hémisphère sud, parce que sur le sud de notre hémisphère de la Terre, l'eau va se écouler. Les travailleurs. Peut-être c'est un rouleau compresseur, je m'excuse. Alors, sur le sud de l'hémisphère de la Terre, l'eau s'écoule dans les trains dans un mouvement comme les aiguilles de la montre. Donc, si on voit ici, depuis la Terre, la plupart des galaxies qui tournent contre le sens horaire, ça veut dire que nous nous trouvons sur l'hémisphère nord de l'unicos. Ça, c'était comme un petit truc. Donc, on peut utiliser toutes ces connaissances-là aussi pour se orienter dans l'univers finalement. L'erreur numéro 2, c'est même, vous allez sur Wikipédia, vous trouvez ça facilement. Ils disent le noyau de la Terre est solide, il est fait majoritairement de fer. Donc, c'est un noyau d'enfer. Alors, on va regarder ça plus en détail. Mais la terre-mère a-t-elle une âme? Si l'espace où se trouverait une âme est un bloc de fer, il n'y a pas d'âme. Donc, cette question est vraiment importante parce que notre comportement envers notre planète, si on va être différent si on pense notre planète est une croûte minérale avec un magma en dessous et le noyau est du fer et ça fait de la gravitation et tout ça et il n'y a pas de place pour une âme. Déjà, cette description ne donne pas envie ou un indice de la traiter comme une âme. Mais maintenant, les explications de la science du plasma plus en détail. Premièrement, on sait avec les mêmes réacteurs, quand on les laisse tourner, on a dans les réacteurs plasma liquide avec des particules de gaz.
quand il tourne à une certaine vitesse, le GANS migre vers la périphérie, l'eau reste et au centre se crée un espace vide. Et ça, cette vacuité au centre, c'est l'espace de la où vit, si on veut, l'âme. Dans la physique conventionnelle, il y a le symbole, comme vous avez en bas là, des flèches qui tournent vers la gauche. C'est le symbole du centrifuge. Dans une centrifuge, tous les matériaux migrent vers la périphérie. C'est comme ça, et c'est pour ça qu'on utilise des centrifuges. La Terre se tourne à 1600 km à l'heure. Donc, c'est une centrifuge rapide. Donc, les matériaux durs ou lourds comme le fer et le nickel, ils ne devraient pas se concentrer au centre, mais migrer vers la périphérie. Un autre indice, dans le monde terrestre, dans notre environnement, un vacuum, une vacuité ne peut pas exister. Il va tout de suite se remplir avec la matière qui est autour d'un vacuum. Vous pouvez expérimenter ça vous-même. Vous faites la électrolyse de l'eau, c'est-à-dire vous mettez un petit courant dans de l'eau avec un peu de bicarbonate de soude, que ça conduit mieux l'électricité, et vous allez voir des bulles qui montent. Ces bulles-là, après vous mettez une bouteille d'eau pleine, comme une bouteille de 2000 litres pleine d'eau, à l'envers dans l'eau, et vous laissez toutes les bulles aller dans la bouteille. Les bulles vont graduellement expulser l'eau, et après, vous avez une petite bouteille pleine d'hydrogène-oxygène. Si vous prenez après une pince, vous mettez un truc pour allumer le barbecue et ça va faire un coup super sec. Et la bouteille va éclater à un endroit où vous n'avez pas pensé qu'elle va éclater. Et après, vous allez rechercher qu'est-ce qui arrive quand vous brûlez un volume de 500 millilitres d'oxygène-hydrogène. Quand vous brûlez ça, qu'est-ce que vous allez obtenir? Et là, vous allez avoir des surprises. Et ça va faire ça crée un vacuum. Et le vacuum, tout de suite, ça va se remplir avec la matière environnante. Et là, vous savez probablement que au-delà de notre multiples couches d'atmosphère, autour de la Terre, l'espace, il y a un vacuum. C'est-à-dire, autour de la Terre, il y a un vacuum. Et néanmoins, et qui devrait attirer tous les matériaux lourds vers la surface, dans la croûte terrestre, et non dans le centre. Donc, ça, c'est déjà 3 indices pourquoi c'est une erreur de penser que le noyau de la planète est solide. L'autre, de toute évidence, c'est nous-mêmes, le petit point que vous avez vu probablement. Vous allez sur Internet, vous googlez MRI, cerveau humain, vous allez voir une coupe transversale du cerveau et dans peu importe si la coupe est au centre du cerveau, peu importe la direction de la coupe, vous allez voir un point noir. Ce point noir, c'est le siège de l'âme et il est noir parce qu'il n'y a pas de matière à ce point-là. Résumé de notre maître, il est absolument impossible pour toute matière solide d'aller au centre de la Terre.
le centre de la planète est vide. Le centre de chaque étoile est vide. La science du plasma nous a montré cela par les réacteurs rotatifs. Maintenant, nous pouvons tirer nos propres conclusions. Et ça, c'est merci beaucoup. C'est miraculeux. C'est merveilleux qu'il finit comme ça. Il ne dit pas, maintenant, croyez-moi que c'est blablabla. Bla, bla, bla. Il dit non, tirez vos propres conclusions. Si on reste un peu encore dans ce champ merveilleux de la création de la matière, si Dieu et nous sommes un, et nous par la suite, conjointement avec Dieu, ont créé tout ce qui est, où est le Créateur? Est-ce que le Créateur, c'est seulement l'âme universelle? Est-ce que le Créateur, c'est juste nous les humains? Est-ce que le Créateur, c'est la Terre? Est-ce que le Créateur, c'est tout ce qui existe sur la Terre? Ou est-ce que le Créateur est vraiment tout ce qui est? À vous à trouver la réponse. Comme j'ai mentionné un peu avant, que M. Kesh a comparé notre existence sur le plan matériel, c'est comme comment on appelle ça? Un pion sur un échiquier. Il ne bouge pas tout seul. Il est bougé par autre force. Et les autres forces, c'est l'âme. Et comme on pourrait dire l'âme du Créateur. Parce que ce n'est pas seulement notre âme, c'est aussi les âmes, entre guillemets, les âmes de tous les autres êtres autour de nous, visibles et non visibles. C'est toutes les autres, comme ce qu'on conventionnellement on dit aussi, les choses comme un verre d'eau n'a pas d'âme. Ah non. Pourtant, l'électron est vide au centre, le proton aussi, et puis. Donc, pour nos relations, là j'ai fait comme un schéma. Si on vit une vie correcte, on ne dit pas j'ai l'intention ou je veux vivre une vie correcte. J'ai comme un idéal d'avoir une vie correcte. Non, tout simplement, je vis une vie correcte. Donc, je suis en contact direct avec mon âme. Je suis dans l'exemple avec ma femme et il y a une autre femme qui est par hasard une infirmière qui vit aussi sa vie et on est dans des interactions sur le plan de l'âme, mais on ne se connaît même pas. Et tout à coup, le bonhomme est attiré par l'apparence physique de l'infirmière qui est blonde. Et il est tout en feu, là, il est rouge, et sa femme, elle souffre et elle devient toute noire et blanche, ton de gris, plate, et victime de ce bourreau qui est un coureur de jupons finalement. Sur le plan les âmes, selon M. Kesh, ils vont tout de suite réagir ou faire des mouvements pour que l'équilibre ou le bien-être du tout reste. Donc, ils vont corriger. Donc, ils vont d'une façon payer pour ce que nous faisons inconsciemment. Ou peut-être même consciemment, mais parce qu'on est égoïste. À ce moment, l'homme, vous voyez, il est presque hors du champ visuel, il est complètement à l'envers. Et son âme, il fait tout à fait autre chose, il ne comprend pas le monde, comment ça va, il se sent même plus.
L'infirmière aussi, elle est un peu plus déconnectée de son âme. Elle est devenue aussi ton degré. Et la seule qui a retrouvé son équilibre parce qu'elle a comme rien fait de mauvais comportement, elle a dit, OK, je comprends de ça, je suis en fait, je remercie mon mari qui m'a trompé parce que j'étais très abandonné, je me sentais, et parce que je suis knowledge seeker, je me suis rappelé, mais comment peux-je me sentir seul si je ne peux pas être séparé de mon âme? Et n'est-ce pas que je devrais avoir ma première relation avec mon âme et après toutes les autres êtres matériels comme le mari? Alors là, ça m'a ouvert les yeux et je m'occupe depuis beaucoup plus de mon âme. Et merci, Marie, d'avoir fait ça. Et je regrette que tu es maintenant tellement à l'envers. Mais tu peux réparer. Parce que tu sais, l'âme, elle ne veut pas te punir. Tu te sens mal parce que tu as foutu le bordel. Mais reviens à une vie correcte et tout va s'arranger l'instant même, tu sais. Voilà. Là, j'ai fait deux images encore une fois. Erreur, excusez. Maintenant, la partie plat principale qui a donné le titre à cette émission, Où sont partis tous les prophètes? Les prophètes, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, ça peut être un messenger, un messager. Et les messagers qu'on connaît dans nos sociétés, toutes nos sociétés, c'est des postillons, c'est des agents de poste. Et si on pense ça comme ça, d'ailleurs, si vous regardez sur Wikipédia, qu'est-ce que c'est un prophète? C'est un intermédiaire entre un Dieu externalisé ou externe avec nous qui ne pouvons pas avoir un lien ou une connexion directe avec ce Dieu-là. Ça, c'est la condition sine qua non, parce que si le moment que vous avez une connexion directe avec le Dieu externe, il n'est plus externe. Autrement, votre connexion ne serait pas directe, n'est-ce pas? Admettons, ça prend, vous êtes des moutons et il y a un Dieu qui a besoin de humains ou des prêtres qui sont aussi des moutons, mais qui sont des moutons un peu moins égaux que vous. Donc, ces moutons-là, les moutons prêtres, ils vont faire le va-et-vient entre la source, Dieu, et l'Internet, et YouTube, et Facebook, c'est plein de ceux-ci-là. Et tout le reste de l'humanité qui sont des moutons conventionnels, ordinaires, qui font juste bah, bah. Alors, eux, ils ont une ligne pas directe non plus, mais aussi une ligne indirecte parce qu'ils doivent s'en aller voir Dieu. Donc, ils font ça. Et là, Dieu leur donne des messages qu'ils apportent à l'humanité. Donc, ça, c'est comme un postillon qui apporte une lettre ou un paquet. Un postillon n'est pas requiert qu'il a compris le message. Il va juste vous donner le message et à vous de comprendre le message. Donc, ça déjà donne un indice qu'un messager et un prophète
c'est pas vraiment nécessaire pour nous parce qu'une fois vous avez compris la lettre, ça annule le messager. Donc, tout ça, ça veut dire même s'il a, admettons, un Dieu, il n'aurait pas besoin de messager. Donc, le Dieu, même s'il est externe, il n'a pas intérêt à envoyer des messagers parce qu'il peut parler par des situations, il peut parler par des événements avec tous les moutons. De toute façon, ça va bien. Les moutons font ce qu'un mouton a à faire. Ça mange les herbes, ça se multiplie et ça fait des tomes de chèvre et à la fin, ça devient peut-être un steak. Je ne sais pas. Ou ça meurt de vieillesse. Donc, Dieu n'a pas intérêt. Le seul qui aurait un intérêt à un messager ou un prophète, c'est un mouton. Donc, si vous ne voulez pas être un mouton, vous n'avez pas besoin. Donc, on peut oublier à partir d'aujourd'hui, pour le restant de nos jours, on peut dire on ne veut plus de messagers ou de prophètes, sauf pour peut-être le temps que ça prend jusqu'à fin avril, jusqu'à nous avons vraiment trouvé notre âme. Et parce que comme je disais, vous disiez avant, c'est vous qui me faites parler. Alors, quand je parle inspiré, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. D'accord? Et c'est Dieu qui écoute. Et c'est toujours ça. Tous les discours, tous les dialogues, même tous les monologues sont des dialogues ou des monologues. Il n'y a pas vraiment une différence de Dieu à Dieu. Donc, Dieu n'est pas à l'extérieur de nous et quand nous parlons, il parle. C'est clair lorsque nous sommes inspirés. Quand nous parlons, pouvons aussi parler à partir de notre ego. Ça serait moins Dieu. Mais si vous avez déjà rencontré des adeptes de l'école de non-dualité, eux, ils vont même inclure cela. Ensuite, une capsule sur une contribution d'une femme que je respecte beaucoup. Elle s'appelle Céline Wang. Elle est je crois, elle habite à Taïwan. Elle marque de Golden Age of Guns et autres hébergeurs de groupes Facebook. Ils vont toujours lui prêter la plateforme parce que ses contributions sont vraiment bonnes. Elle a écrit un article qui traite de notre mental autant que filtre. J'ai changé le titre en « Accélérer votre mental ». La citation de base que M. Kesh, dans le contexte, a évoquée, c'est une citation de Baha'u'llah qui, blessed be his name, qui a dit « La maturité de l'homme viendra quand l'homme comprendra la mutation des éléments ». Avec ça, il ne veut pas dire de prendre du plomb dans la main, de fermer la main, de fermer les yeux, de se concentrer et après on rouvre la main et voilà de l'or. Ce n'est pas la transmutation matérielle dont il parle, mais la transformation plasmique si on veut. Donc, prenons une situation que nous connaissons tout le monde. Nous avons besoin d'argent. Dans La vie des maîtres, le livre La vie des maîtres, il y a un épisode
où Émile, le maître, il va aller manger avec toute une gang de ce groupe d'ingénieurs et scientifiques qui traversent l'Orient lointain pour récupérer des tablettes anciennes pour ne pas les perdre. Alors, eux, ils vont ensemble dans un restaurant, ils mangent à leur goût, et parce que c'est Émile, le maître, qui a invité, il dit à l'hôte, au monsieur de l'auberge, que maintenant ils ont terminé, ils aimeraient s'en aller, donc il aimerait payer. Alors le patron arrive et il dit ça coûte autant, ça coûte tant, et il dit la somme. Et le monsieur, le Émile, il tend sa main fermée, il ouvre la main et il a exactement le montant inclus le pourboire pour ce repas-là. Et il n'a pas mis sa main dans une poche avant, il n'a pas fait une magie qu'il savait exactement qu'est-ce qu'il devrait payer. Non, 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 non. Et comment il a fait, on va regarder ça. Même chose qu'on a dit, qu'on a compris avant, quand on a analysé la création de la matière, parce que l'argent est juste une matière. Si c'est de l'or ou du papier, ou du plastique ou de l'argent, du cuivre, whatever, c'est pas important. Donc, nous vivons toujours les premiers deux composants, vous vous rappelez, il y a trois. Les deux sont toujours là, c'est-à-dire les paquets d'énergie en provenance du centre de l'univers, c'est la flèche pink, rose. On a l'environnement, c'est la Terre ici, et on a notre filtre, notre mental, ou comment M. Kirsch l'appelle des fois, l'âme de notre forme physique, ou nos émotions. Elle, dans l'image à gauche, cette âme, elle est très, très, très séparée de notre âme créateur, notre partie que nous avons avec l'âme universelle. Dans le deuxième, c'est exactement la même image, il y a juste deux différences. Un, le mental, le filtre, l'âme de la physique, de la forme physique est au même niveau que l'âme universelle. Ça nous donne le pouvoir et l'argent arrive. C'est pas parce quand notre mental est au même niveau de l'âme, on a tout à coup des forces magiques. Non, il n'y a pas de magie, c'est les lois naturelles qu'on parle. La création de la matière, c'est des nouvelles, si on veut, mais quand même des lois de la nature, des lois physiques qui incluent l'âme, parce que l'âme est la partie la plus importante de nous. Donc, ce n'est pas une force magique, c'est la confiance. On sait, l'existence me donne. Quand on est sur ce niveau-là, quand notre mental est au niveau de notre âme, on a cette confiance à 100% qu'on va toujours avoir ce qu'on a besoin. C'est déjà là le moment qu'on se rend compte qu'on a besoin. N'est-ce pas magnifique ça? Et ça va être notre réalité à partir du mois d'avril. C'est juste 3 mois de plus. C'est-à-dire, votre âme est au niveau de votre mental ou vice-versa, ils sont au même niveau. Ça fait que nous tous,
quand ça arrive, nous sommes dans un espace et nous agissons depuis un espace où notre souhait est déjà exaucé. Et ça, c'est une méditation de Neville Goddard et de Greg Braden et multiples d'autres qui promouvent ça. C'est vraiment une bonne idée dans notre journée de plus souvent qu'on peut se loger dans cet espace-là où notre souhait est déjà exaucé. Il a fait une part, M. Kesh a fait, il a dit, c'est important ce détail. Hein. C'est important parce que ça met une autre lumière sur la vie de Jésus, par exemple. Vous savez l'histoire, j'ai représenté dans cette image-là, c'est un schématique où vous voyez le Monsieur Jésus qui est mort à la croix. Donc, à ce moment-là, Jésus, l'âme, il s'est retiré du corps, il se réfugiait dans l'âme universelle, c'est le grand soleil, pour juste après, ou le même moment, se faire un autre corps, parce qu'il peut, parce qu'il sait comment créer la matière. Un autre corps par lequel il peut apparaître, qui est un peu plus versatile, c'est-à-dire il peut apparaître à plein de gens qui sont dans des endroits différents au même temps. Et il peut apparaître comme ça, il n'a pas besoin de romper à l'endroit, il peut être à l'endroit tout simplement. Et je dis, le Monsieur Jésus a fait ça parce qu'il pouvait, et c'est même pas, encore une fois, c'est pas des pouvoirs extraordinaires. Non, c'est tous aussi simple que it shouldn't die. Excusez, je voulais pas dire ça, it shouldn't die, mais c'est quand même it shouldn't die, parce que qu'on peut, it shouldn't die, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ça veut dire manger, déféquer et mourir. Toutes ces trois choses-là sont preuve que notre corps sait déjà faire ce que Jésus fait. Jésus n'est pas un être inatteignablement plus magnifique que nous. Non, il est juste pareillement magnifique comme nous. C'est notre frère, c'est notre autre je. Pourquoi? Parce que la digestion, je vous répète un peu ce que vous avez déjà appris la dernière fois et avant. Quand on mange des trucs matériels, comme par exemple, qu'est-ce qu'on peut manger? Un burger végé. On le mange, l'acide gastrique dans l'estomac va séparer l'énergie plasmique de la matière. Ensuite, la matière, elle passe par les intestins et elle devient compostée. L'énergie plasmique, les champs, eux, ils migrent à travers la paroi des intestins dans la lymphe et ils vont être appelés dans des endroits, par exemple, un os qui a besoin de déposer quelques atomes de calcium. Alors, à ce moment-là, il va attirer les paquets d'énergie qui, dans l'endroit où il a besoin, le corps va les faire réapparaître en tant que matière parce que notre corps est matériel aussi. Donc, ce morceau qui doit se guérir, admettons, une craque dans l'os, il va déposer
les atomes de calcium, que la fissure disparaisse. Et c'est la même chose de quitter un corps, de devenir âme et faire un autre corps avec ça. Essentiellement, il n'y a pas de différence. Donc, ça veut dire, nous tous, notre corps même, qui fonctionne à notre insu, heureusement, sinon nous serons déjà tous morts. C'est ça. Donc, on pourrait trouver le secret si on comprend comment notre corps fabrique et même élimine, comme le shit part. C'est comme ça. Si il prend toutes les choses en forme d'énergie qu'il ne veut pas ou peut pas stocker ni utiliser, donc ils doivent quitter le corps d'une façon. Donc, il les refait matériels et il peut les éliminer. Comme ça, on peut éliminer les métaux lourds et toute autre chose qu'on n'a pas vraiment besoin pour notre vie quotidienne. Oups. Dernière partie du plat principal, qui est la police de l'univers? Là, j'ai googlé la police de l'univers, Space Police, et je m'attendais de trouver des images flyées, mais non, j'ai juste trouvé, c'est juste l'ego qui a copyrighté, évidemment, a Space Policeman. Voilà, c'est ça le truc de l'ego, le Space Police. Mais dans l'univers, il n'y a pas de police physique. Il n'y a pas de bonhomme de l'ego. Dans l'univers, la seule instance qui peut policier, c'est nous. Donc, nous allons nous policier. Et dans quel sens il faut se policier? Selon le discours de M. Keshe, il y a vraiment juste une seule façon de mal comporter. Et celle-ci est de vouloir confirmer notre existence sur le plan matériel par les moyens matériels. Ça veut dire manger. Il a pris l'exemple et il a dit qu'il a vu un très beau image. Je n'ai pas trouvé cette image, juste je l'ai vue tout de suite. Il a dit, imaginez-vous sur une branche d'un arbre, c'est assis une petite fille noire, une négresse, et une petite fille blonde à cheveux blancs, une blanche avec des cheveux blancs. Ils sont tous les deux assis sur une branche. C'est une image magnifique. Il a insisté que l'image soit magnifique. Et après un moment, la petite fille blanche dit à la négresse, est-ce que je peux te lécher? Est-ce que tu goûtes du chocolat? Ça, c'est encore comme genre un peu drôle. Mais si elle goûte le chocolat, qu'est-ce qui arrive? Et la blanche a vraiment le rage de chocolat. Hein? Qu'est-ce qui arrive? Elle va mordre dans la main? Ou admettons, quelqu'un de la planète Zeus, admettons la planète Zeus, c'est comme notre planète. Ils arrivent ici, ils se incarnent, ils ont peut-être 3 jambes, quelque chose, 5 bras. Et vous avez votre bébé sur le bras. Et il dit, ça a l'air bon ce que vous avez sur le bras. Là, il faut courir, hein? Parce que ça ne va pas être lent. Il va prendre le bébé, le faire griller et manger. Et c'est ça notre truc qu'il faut faire la transition. Notre dépendance et qu'on est comme trop vite à satisfaire nos besoins sur le plan matériel. On peut pas faire la transition tout de suite par rapport au manger. Je comprends. Ça va être une évolution qu'on va
passer à travers. Mais on peut s'aider un peu. Par exemple, pour les femmes, vous voyez un homme, qu'il est beau. Vous pouvez, ou un homme, il voit une femme, waouh, qu'elle est belle. Vous pouvez la regarder et vous réjouir du regard et ça peut même vous épanouir et vous même adresser pas la parole. Vous utilisez à ce moment juste votre perception de leur chant et vous faites une interaction avec vos propres chants. Vous comprenez plus votre sens de beauté, c'est quoi? Qu'est-ce qui me fait triper? Et quand vous pouvez triper comme ça, vous n'avez pas besoin de séduire cette personne pour coucher avec. Vous pouvez voir, admettons, vous aimez des voitures. Vous voyez une Ferrari, bon, vous pouvez trouver ça très, très belle, cette Ferrari. Vous n'avez pas besoin d'envier le bonhomme qui est le chauffeur ou qui est le propriétaire de la Ferrari. Hein? Si elle est votre Ferrari ou pas votre Ferrari, elle est pareille. La belle maison, les belles vêtements, toutes les belles choses. On peut balayer l'envie. On peut commencer avec ça. En attendant que le mois d'avril, on n'a plus besoin de manger. On verra bien. Mais j'ai quand même trouvé une image cute avec les deux filles, n'est-ce pas? C'est joli. Le dessert a deux parties. Une partie est aussi amenée par Cécile Wang, le nanoplaquage et les aimants. L'histoire est très simple et très courte. Je crois que c'était des knowledge seekers de la Roumanie. À l'époque, ils ont apparu beaucoup pour faire ça. Ils ont nanoplaqué une bobine. Ils l'ont accrochée à un fil très mince dans les airs. Ils ont rapproché un aimant solide. Et on voyait qu'il pouvait bouger comme un pendule la bobine avec le mouvement qu'il faisait avec l'aimant. C'est-à-dire, ils ont vu une interaction avec un aimant et un morceau de cuivre nanoplaqué. Le cuivre, comme tel, ne peut pas être aimanté ni repoussé. Vous savez ça. Alors là, M. Kesh, il explique pourquoi. Il dit il y a quand on fait un nanoplaquage, on crée deux choses. On crée une jonction PN, positif, négatif. C'est vu dans l'image en bas. C'est une situation comme dans un condensateur. C'est deux charges opposées qui sont séparées par un isolant quelconque. Cette zone jaune, la ligne qui est pointillée, c'est ça qui sépare les deux. C'est ça, les couches nano fonctionnent comme ça. Chaque particule a une charge opposée, c'est-à-dire tous les deux magnétiques, qui se repoussent et qui créent un espace entre. Comme ça, on peut aussi dire que les couches sont séparées. Ça donne des couches, des couches, des couches. Vous vous rappelez, c'est souvent, si le nanoplaquage est bien fait, ça peut être entre 40 et au-delà de 50 000 couches. Deuxième truc qui arrive dans les couches, c'est que les particules nano peuvent se former de deux façons, ou de se positionner, il faut dire. Ils peuvent se positionner de deux façons. Une, c'est SP2, c'est comme deux-dimensionnel.
c'est la superconductivité, ou SP3, c'est la superrésistance, c'est tridimensionnel. Quand ça fait ça, si on regarde le nanoplaquage, souvent le nanoplaquage fait les deux. Donc, le nanoplaquage montre une superconductivité à les chemins des énergies ambiantes, c'est-à-dire le plasma. C'est la flèche rouge. Et il fait aussi une superrésistance. Alors, la superconductivité est perpendiculaire au fil et la superrésistance est parallèle au fil. Pour ça, le fil peut capter de l'énergie de l'extérieur. Ça, c'est un mouvement perpendiculaire, un peu comme la flèche rouge. Tandis que quand vous mettez votre ohmmètre pour mesurer la résistance sur un fil, vous mesurez parallèle avec le fil. Et là, vous allez mesurer une résistance au-delà de quelques méga-ohms. Donc, c'est une super résistance. Donc, le nanoplaquage a les deux effets au même temps. Donc, on va regarder maintenant quand la flèche rouge, l'énergie de l'extérieur arrive et ça crée un courant dans l'espace entre les couches nano. Et ce courant peut avoir une force de micro ou millivolts, ampères ou volts. Et ce courant qui court là, parce qu'il est séparé par des couches isolantes, il crée un champ magnétique. C'est comme une induction. Et le champ magnétique, en revanche, peut créer un autre courant. Et ça se fait tout le temps. Ça fait que cet courant, l'énergie qui est captée par l'extérieur, il peut être multiplié, et maintenant on comprend comment être multiplié dans le bobinage du maghraphe. Enfin, on a compris comment un maghraphe fonctionne pour économiser l'électricité. Là, il faudrait encore dissoudre le problème, et pour ça, il y a un groupe qui commence le 14 janvier, j'espère, pour trouver comment on peut faire un battement, une pulsation que le plasma a besoin, le heartbeat, le battement du cœur, que le plasma a besoin pour faire ce qu'on vient de faire. Créer des champs magnétiques et créer des courants. Et ça, il a dit, ça fait deux effets exploitables. Un, ça peut créer une mini-batterie qui est toujours chargée, qui n'a pas besoin d'être chargée. Le truc qu'il a donné à Huawei pour les cellulaires. Deuxièmement, pour les instrumentations ou pour les vaisseaux spatials plus matériels, ça peut faire des couches qui bloquent les rayons cosmiques qui peuvent faire des interférences. Donc, c'est comme un shielding, un blocage pour des circuits fragiles. Ça aussi peut faire le nanoplaquage. Ensuite, j'avais envie d'écrire un article sur les maghraphes. Parce que quand je fais des maghraphes, j'avais toujours ça a toujours provoqué mon côté artistique. Donc, je ne voulais pas faire vraiment les maghraphes comme la Fondation Keshe
chacun a les appareils parce que j'aime ça que les magraphes sont des êtres vivants et individuels. Donc, j'ai donné comme titre à l'article « Un magraphe sait ce que vous voulez qu'il soit ». Là, ça fait aussi référence à la création de la matière parce que le point crucial, c'est notre intention, notre attention. Donc, si on crée des magraphes comme ça, j'ai récupéré des choses, je travaille bénévolement dans une maison d'entraide et les gens apportent des choses qu'ils ne veulent plus et nous, on essaie à les vendre à d'autres personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui veulent des choses. Et là, j'ai utilisé des parties de lampadaires, de lampes, de chandeliers en verre ou une assiette c'est une grande assiette, non, une table tournante pour la bouffe sur une table. Et j'ai fait 3 magraphes avec. Et j'utilise pour les magraphes toutes les technologies qui étaient partagées sur Internet, les magraphes plasma liquide, les magraphes première génération, sans ou avec condensateur, les magraphes avec un axe en angle comme la Terre, les magraphes où les bobines ne sont pas des étages ne sont pas superposés une par-dessus l'autre, qui se fait comme un cylindre, mais qui sont ronds comme un torus, les 3 bobines. Et je donne des noms parce que je pense on peut plus facilement adopter un autre être si on sait à qui on s'adresse. Et j'ai dit, ça, je pense que c'est une bonne idée, je le fais ça, de parler avec mes magraphes. Je parle avec eux aussi pendant que je les fabrique, je parle avec. Et quand je les envoie, si quelqu'un l'achète, je dis, je lui parle où il veut aller. Si je connais la personne, je dis non. Je dis, ça va à tel endroit, tu vas aimer ça, c'est la France, c'est très doux. C'est un paysage formidable, c'est proche de Bordeaux. et là, je dis aussi que c'est important comment on fabrique le magraphe aussi avec notre attention et intention. Et le plus large, votre conscience est le plus de potentiel à un magraphe. Et de cette façon, c'est aussi difficile d'écrire un manuel pour le magraphe parce que le manuel peut être à découvrir. Parce que même un magraphe qui est, admettons, pas fait selon un blueprint, c'est-à-dire les connexions ne sont pas comme il faut et peut-être le nanoplaquage n'est pas bien fait. Ce magraphe peut être un magraphe magnifique parce que la personne qui l'achète, il le répare et il le rend dans un être magnifique par son attention et son intention. Donc, c'est jamais trop tard et c'est jamais foutu. Voilà. Et après, c'est très clair que le magraphe va faire ce qu'on pense qu'il peut faire. Et on se limite son propre magraphe parce que c'est par ses croyances. Ah, j'ai acheté un magraphe, je veux. Non, 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 c'est tout ce bullshit ésotérique, ça ne m'intéresse pas. Je vais juste moins payer à Hydro-Québec. Mais là, si tout va bien et je suis assez aligné avec le principe universel dans le restant de ma vie, il va m'épargner de l'électricité, mais il ne va pas faire grand-chose. Il va probablement même faire beaucoup plus de ça, mais je ne vais pas me rendre compte. Et ça, c'est vraiment plate. Donc, je trouve j'encourage tout le monde de faire des magraphes artisanales
et aussi de trouver des noms. Et si vous faites des margraphes pour les autres, vendez-les au même prix. Parce que comme ça, les gens ne vont pas penser, oh, le plasma liquide, c'est une technologie plus récente et c'est plus performant qu'un margraphe avec des condensateurs parce que M. Kesh a dit, vous pouvez produire des mégawatts. Mais il a dit ça pour toutes les margraphes aussi. Ouais? Voilà. Donc, comme ça, vous aidez les autres gens aussi d'embarquer plus dans cette voie personnalisée, émotive qui nous plaît autant. Ah oui. Et je vous ai mis dans le PDF de la fine pointe plasmique, je vous ai fait une vidéo iranien. Yes! Il n'est pas très long, il est 1 minute et 40 secondes, je crois. C'est par un filmmaker iranien qui, je trouve, il est formidable. C'est ce qui se passe, vous voyez sur l'image. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. C'est très, très, très touchant. Et si on connaît comment ça fonctionne, on sait comment ça fonctionne avec le corps et l'âme, vous allez aimer cette vidéo-là. Allez le voir. Voilà, mes amis, on a passé à travers cette avalanche scientifique. Maintenant, à vous de poser des questions ou des commentaires si vous en avez. Merci Aviram, c'est super. Bravo, bravo, vraiment, c'est très pédagogique, c'est merveilleux. Tu as vraiment un grand mérite. Merci. Collaboration, co-création, c'est. Ah, tu as bien vulgarisé la notion de matière. J'ai bien aimé ça, moi. Hein. Cool. Par l'interaction des champs, c'était génial. Génial. Ensuite, bon, le coup de la bouteille avec l'hydrogène et l'oxygène, il faut éviter ça quand même, hein, parce que c'est très dangereux. Je l'ai fait. Oui. C'est juste, il faut mettre des trucs pour les oreilles parce que le bang est vraiment impressionnant. Oui, J'ai jamais entendu un bang comme j'ai fait des bombes avant. Oui, je sais, oui. Comparé à ce gaz, quand tu fais avec phosphore rouge et calcium chlorate, par exemple, oui. ou un pétard, par rapport à un pétard, elle fait « Oh, boum !» comme ça, lent. Et ça fait « paf !» Ah oui, c'est sec. C'est sec en tabarouette, oui. Mais on est des gamins, hein, on joue bien. Ben oui, il faut. Hein. Mais il faut jouer en sécurité, mais c'est super. Hein, vraiment, ça fait une belle prestation, hein, encore une fois. Après, on peut réfléchir sur plein de choses, parce que bon, moi je suis physicien de métier et il y a plein de choses à dire partout, quoi. Ouais. Mais c'est génial. C'est génial. On sort de la physique classique et ça me plaît beaucoup. Oui, de cette façon, la physique peut même... Moi, je n'avais pas plaisir avec la physique dans l'école. J'ai trouvé ça tellement ennuyant. Moi non plus, j'en ai fait mon métier, alors bon, c'est bizarre, quoi. En fait, c'est maintenant que je m'éclate, quoi. Oui, c'est ça. Non, c'est bien. Merci, une fois merci. Merci, Aviram. Cool. Alors, je vous dis spasiba, gracias, thank you, shukran, dankeschön, teşekkürler, obrigado. À la prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir à tous. Ceux qui veulent me retrouver demain pour le cours de Gans, ils seront les bienvenus. À demain, Joël. À demain. Alors, à demain, Joël. Bonsoir. Au revoir. Salut Franck.
Bonne soirée. À vous aussi, à tout le monde.